Bonjour à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui en Guadeloupe et je vais vous parler du fait d'investir à plusieurs et plus précisément d'investir en couple. Voilà, nous avec Émilie, ça fait quelques années qu'on investit à deux. Avant, j'ai commencé à investir tout seul au tout début. Au tout début où j'ai commencé à investir, j'étais tout seul, j'achetais en nom propre. Et petit à petit, j'ai évolué. Émilie était étudiante, donc c'était aussi compliqué d'investir à deux. On a décidé d'investir à deux sur toutes nos opérations. Alors, comment ça se passe lorsque vous voulez investir à deux? Bon, déjà, sous quelle forme acheter? On me demande souvent, est-ce qu'il faut acheter en nom propre? Est-ce qu'il vaut mieux acheter en SCI? Clairement, je vous conseille d'acheter toujours en SCI lorsque vous achetez à deux, sauf éventuellement pour votre résidence principale. Voilà, c'est le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'investir à deux lorsque vous achetez de l'investissement immobilier via donc une SCI, qu'elle soit une SCI à l'IR, donc à l'impôt sur les revenus, ou une société à l'impôt sur les sociétés. Dans les deux cas, c'est une SCI. En sachant qu'on peut passer d'une SCI à l'IR vers une SCI à l'IS, mais on ne peut pas faire l'inverse, d'accord? Pensez-y. Alors, ça c'est la première chose. Après, concrètement, comment ça se passe? Bon, quand vous achetez via une SCI, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la SCI qui fait l'emprunt, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas garant, ça ne veut pas dire que ce n'est pas vous qui faites un crédit, mais réellement, si vous voulez, c'est la SCI que vous allez créer qui elle-même va déposer un dossier, d'accord, à la banque, avec vous comme gérant ou associé, et ensuite, c'est la SCI qui, elle, va obtenir le crédit, d'accord? Donc, le crédit sera sur la tête, on va dire, de la SCI, Donc, vous serez évidemment donc, garant ou caution, etc., d'accord, du crédit. Malgré tout, c'est quand même la SCI qui fait l'emprunt. Alors, vous pouvez répartir d'une manière différente, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire 50-50. Vous pouvez très bien imaginer faire 10% 90, 30 70, d'accord? Vous pouvez mélanger comme vous voulez. Ce que je vous conseille, ce que je peux vous conseiller néanmoins, c'est de bien réfléchir aux tâches qui vont être réalisées par chacun par la suite. C'est-à-dire plusieurs possibilités. Soit vous vous dites, écoute, on va investir notre temps, on va dire, de la même manière sur les opérations, que ce soit sur la recherche, que ce soit sur la gestion des locataires, sur la gestion des problématiques travaux, etc. D'accord? Donc si à ce moment-là, vous dites, bon, on va dépenser la même énergie dedans, à ce moment-là, il paraît logique d'avoir 50-50, d'accord? Chacun 50% départ. Donc ça paraît relativement simple et logique. Après, la question se pose d'à partir du moment où au départ, si vous voulez, vous n'avez pas soit le même apport, soit les mêmes revenus, d'accord, et la possibilité d'investir la même somme. Bon, imaginons, vous gagnez, je ne sais pas moi, 5 000 € par mois, et votre compagnon ou votre compagne gagne 1 000 € par mois. Vous allez vous dire, bon, vis-à-vis de la banque, ça serait plus facile si vous aviez 80% départ et votre compagne ou compagnon qui gagne seulement 1 000 € par mois, qu'il ait seulement 20% départ. Parce que c'est plus facile à passer le dossier vis-à-vis de la banque. Néanmoins, comme j'ai dit au tout début de la vidéo, si vous considérez qu'ensuite vous allez mettre la même énergie dedans pour suivre l'opération, pour suivre les dossiers, le crédit, le financement, les travaux, d'accord, et la gestion des locataires, ce n'est pas une très bonne idée de rester comme ça. Alors, vous pouvez très bien aussi passer comme ça au départ. C'est-à-dire, vous pouvez très bien vous dire, bon, au début de l'achat, et pour obtenir le crédit, on va présenter 80-20. Mais par contre, lorsque le crédit est accepté, à ce moment-là, on va modifier la répartition au départ et on va imaginer un 50-50. Ce qu'on a fait, par exemple, nous, avec Émilie au départ. C'est-à-dire qu'on avait une opération sur laquelle elle était étudiante et moi, j'étais en CDI avec un salaire correct. Et du coup, on s'est dit, bon, pour que ça passe vis-à-vis de la banque, on va mettre 90-10. Chose qu'on a modifiée avec le temps. Une fois que tout s'est tassé et que sa situation s'est améliorée, etc., à ce moment-là, on a modifié et on est passé à 50-50. J'ai envie de dire, l'apport que vous mettez au départ ou la situation de la personne au départ ne doit pas être la seule raison pour laquelle vous allez répartir les parts d'une certaine manière. Même pour l'apport, même pour des problématiques d'apport. Imaginons que votre compagne ou compagnon ait que 5 000 € d'apport et vous en apportez 30 000.
ça n'empêche pas, d'accord, que derrière, au quotidien, le travail va être le même pour vous deux. Donc, c'est important qu'il y ait une égalité en termes de, on va dire, de dividendes ou en tout cas de résultats par rapport à l'effort fourni. Donc, voilà, je vous conseille vraiment, si vous travaillez tous les deux de la même manière sur l'opération, de vous, comment dire, de vous donner les mêmes récompenses financières. Okay, donc ça, pour moi, c'est vraiment très important de partir sur cette stratégie finalement de 50-50. Okay, bon. Ensuite, donc ça, je vous ai expliqué, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a seulement une partie, si les deux parties, je veux dire, fournissent le même effort pour entretenir l'immeuble et les locataires. Okay. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il y a une grosse différence dans la volonté de gestion? Imaginons que je sois, moi, en amont, si vous voulez, du projet, que je trouve le financement et que ma compagne ne veuille pas s'impliquer du tout dans l'opération. Elle dit, bon, ben voilà, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, tu fais ton truc, je veux bien t'accompagner parce que je te fais confiance, mais je ne veux pas avoir à m'occuper de quoi que ce soit, les locataires, je n'ai pas envie de les gérer, les travaux non plus, le financement non plus. Alors là, il y a deux possibilités. Soit, ça c'est comme mon avis, hein, moi je vous donne mon avis. Soit, ben, à ce moment-là, cette personne, pendant ses temps libres, c'est-à-dire pendant que vous gérez les locataires, pendant que vous faites les travaux, cette personne travaille, on va dire, de manière active pour votre couple, par exemple, ou pour un projet commun si ce n'est pas forcément votre compagnon, même si l'objet de la vidéo, c'est quand même le couple, d'accord. Si cette personne travaille pour un projet commun, c'est-à-dire, projet commun, ça peut être les enfants, ça peut être s'occuper de l'entretien de la maison, ça peut être, si vous voulez, s'occuper de quelque chose de commun. Voilà. Dans ma tête, c'est ça. C'est-à-dire que si Émilie, par exemple, pour changer les rôles un petit peu, si Émilie trouve un bien, d'accord, et que moi je lui dis, moi je ne veux pas m'occuper, je ne veux pas gérer ce bien-là, ça ne m'intéresse pas du tout, mais que pendant ce temps-là, je suis en train, par exemple, de tourner une vidéo pour notre chaîne YouTube, ou que je suis en train de faire à manger, ou que je suis en train de nettoyer la voiture, à ce moment-là, je considère qu'on travaille sur un projet commun. Donc, il n'y a pas de raison, dans le principe, d'accord, qu'il y ait une différence au niveau des pourcentages. Par contre, la différence, elle est dans le cas où si vous avez, je ne sais pas moi, une répartition homogène, d'accord, de toutes les tâches, que ce soit des tâches du quotidien, que ce soit les tâches de la famille, mais que vous en plus, d'accord, vous décidez de créer quelque chose, un travail supplémentaire pour vous qui va vous rapporter, à ce moment-là, ça me paraît logique, si vous voulez, qu'il y ait peut-être une répartition qui soit légèrement différente. Encore une fois, on peut envisager les choses de manière différente lorsqu'on est en couple depuis 1 an ou lorsqu'on est marié depuis 30 ans. Voilà. Je pense que lorsqu'on est marié depuis 30 ans, on peut très bien imaginer, même si la personne ne travaille pas et qu'elle est fatiguée tout simplement, se dire je travaille pour le couple, et ce qui paraît logique, d'accord. Mais dans un début de relation, j'ai envie de vous dire, ça ne me paraît pas déconnant de concevoir que la personne qui est la plus impliquée et qui veut s'impliquer davantage, mais du coup qui prend plus de risques aussi par rapport à l'argent qu'elle va mettre, par rapport au remboursement de crédit qu'elle devra avoir, à ce moment-là que cette personne ait un pourcentage plus important. Okay, la personne qui n'est pas impliquée voudra aussi peut-être ne pas avoir de part ou avoir juste une part sur 1000, simplement pour dire ok, je veux bien t'aider à créer la SCI, mais pas plus, parce qu'il faut savoir qu'en effet, pour créer la SCI, il faut être 2. Donc, elle peut être simplement le deuxième associé, ok, mais pas plus que ça. Ça peut être tout simplement ça. Donc, si je devais vous donner un conseil, en tout cas, c'est parlez-en ensemble, expliquez bien ce que ça implique, d'accord, mais il faut être bien d'accord dès le départ sur ce que ça implique, d'accord, et l'argent que vous allez générer, il faut bien expliquer que du coup, s'il y a 90-10, il y a 90% des bénéfices qui seront pour vous d'une certaine manière. Même si vous avez l'impression que vous avez acheté en SCI, vous achetez ensemble, malgré tout, dans la répartition des dividendes et des versements, vous aurez 90% des parts. Donc ça, c'est quand même relativement important. Alors, pour que ça ne soit pas une source de conflit, parce que bon, il y a des gens souvent qui m'écrivent en me disant déjà, Guillaume, j'arrive pas à convaincre ma compagne ou mon compagnon d'investir avec moi, il n'a pas confiance en l'immobilier, il se dit qu'il n'y a que des problématiques d'impayés, toutes ces choses-là. Bon, deux possibilités. Soit votre premier projet, vous le faites en nom propre et vous lui démontrez que ça fonctionne et que vous pouvez y arriver sans lui et que
Du coup, bah, lui, il a tout intérêt à vous suivre dans l'opération. Ok. Soit vous dites à ce moment-là, ok, on fait un test ensemble, tous les deux. Je prends une grande part de risque, ok, un grand pourcentage, et on met tout en gestion, d'accord, déléguée. On s'occupe de rien. On met une société de gestion derrière, d'accord, une agence immobilière qui va gérer le locataire, qui va gérer les petits travaux qu'il y aura à faire au quotidien. Toutes ces choses-là, on n'entend pas parler. Et si ça fonctionne bien, à ce moment-là, on pourra éventuellement réitérer l'opération. Ça peut être une solution intéressante de tout déléguer pour que personne ne fasse rien et montrer que c'est simple en fait et que c'est pas très compliqué. Pour vous donner une idée, ça fait bientôt 3 semaines qu'on est en Guadeloupe. Je touche du bois. Alors, je touche du bois, mais j'ai pas eu un seul appel de locataire, d'accord. J'ai pas eu un seul mail d'un locataire comme quoi il y avait un problème. C'est aussi l'avantage d'investir dans des immeubles et surtout d'investir dans la location longue durée et pas forcément de la courte durée. La courte durée, on a beau dire ce qu'on veut, même si on fait une délégation totale, toutes les personnes que je connais qui en font, ils ont malgré tout des petits tracas du quotidien à gérer. Okay, c'est des petites choses, mais c'est un petit message, un petit mail, un petit truc qui ne va pas, un petit truc à réagir. Moi, j'ai rien eu à faire honnêtement pendant 3 semaines. Alors, j'ai géré mon business, j'ai géré Club Immobilier, j'ai dû gérer d'autres choses, mais en tout cas, par rapport à mes locataires, je n'ai rien eu à gérer, même pas un mail à envoyer. Okay, donc, c'est vraiment un confort. Et encore, je vous dis, la majorité de mes investissements aujourd'hui sont en gestion personnelle. C'est moi qui m'en occupe directement. Donc, les locataires ont mon numéro directement. Ils peuvent m'appeler et me téléphoner. Donc voilà, tout simplement, faites un premier test éventuellement sur lequel vous serez peu impliqué ou en tout cas vous impliquerez peu votre compagne ou votre compagnon. Et si ça marche, vous arriverez naturellement à la convaincre. Autre méthode pour essayer de convaincre la personne d'investir avec vous, je vous conseille de vous former à plusieurs. Okay, formez-vous à 2 quand vous allez, même pour tout ce qui est séminaire, etc. Des fois, ça représente des sommes importantes et c'est vrai que la personne n'a pas envie vraiment d'être entourée par plein de gens. Mais vous pouvez très bien, soit en achetant une formation, la regarder à 2. D'accord. Vous pouvez, par exemple, sous forme de webinaire, les Webimo par exemple, on a beaucoup de couples qui regardent les Webimo. Si vous voulez plus d'infos, regardez dans la description en dessous, je vous mettrai le lien. Simplement, c'est un programme de webinaire une fois par mois. Ça permet de regarder, voilà, de se former doucement. Il ne faut pas non plus la brusquer cette personne en lui disant tiens, lis ce livre, tiens, regarde cette vidéo de 12 heures. Non, c'est pas comme ça que ça peut fonctionner. Il faut déjà l'accompagner, le faire avec cette personne et lui dire tiens, voilà, on va regarder une vidéo de ce mec-là, tu vas voir, c'est expliqué de manière simple et tu vas tout comprendre et on va y aller doucement. Ok, il faut y aller à son rythme. Si vous parlez direct de fiscalité, d'SCI, LIS, de holding de manière complexe, parce que vous êtes plus formé que cette personne, la personne va décrocher et va dire non, ça me paraît bien trop compliqué. Alors que si vous repartez entre guillemets à zéro avec, à ce moment-là, il va tout comprendre et il va apprendre, cette personne va apprendre à aimer. Si je veux faire un petit parallèle, alors ça va vous paraître peut-être complètement délirant, mais je regarde beaucoup de mangas. Et je sais qu'Emilie n'aime pas trop ça. Okay, elle n'aimait pas trop ça parce que bon, je pense qu'elle ne la fascinait pas tant que ça. Et du coup, quand j'étais en train de suivre une série, si je la mettais directement au 114e épisode, elle décrochait totalement. Donc du coup, tout simplement, pour l'aider à apprécier, j'ai dit écoute, on va recommencer toute la série ensemble. Donc on recommence à l'épisode 1. Et bien là, c'est le même principe. C'est-à-dire que ne commencez pas avec votre compagne ou votre compagnon à l'épisode 114. D'accord? Commencez à l'épisode 1. Donc, il faut revenir aux bases, se former avec cette personne, même si c'est quelque chose que vous savez déjà vous, mais en tout cas, accompagnez-la et écoutez-le avec. Voilà, écoutez la formation sous forme de vidéo. Après, vous avez par exemple des apéros. Les apéros, c'est une bonne manière aussi de se détendre parce que c'est un peu plus détendu, on peut parler un peu de tout, d'accord. En tout cas, ne faites pas peur à cette personne en commençant par l'épisode 114 encore une fois, ok. Bon, sur ce, j'espère que ça va vous aider à investir en couple. N'hésitez pas à montrer cette vidéo à votre compagne ou votre compagnon pour essayer de le convaincre un petit peu, d'accord. En attendant, je vous souhaite un très bon moment, de très bonnes recherches, de très bons investissements à plusieurs. Avant de partir, n'oubliez pas encore une fois, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne YouTube, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et en dessous de cette vidéo, vous trouverez le fameux tableur pour vous aider à chiffrer vos travaux gratuitement. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ciao!